Bonjour Anne, je suis cadre de santé en unité de soins et je souhaite à court terme occuper un poste de cadre de santé formateur en IFSI. Le programme de formation de 2009 étant centré sur les compétences, j'aimerais comprendre en quoi les connaissances proposées à l'Institut et en stage peuvent être des ressources pour l'acquisition des compétences. Bonjour Bénédicte. Alors mon expérience en tant que formatrice et mes études en ingénierie pédagogique vont peut-être me permettre de te répondre. C'est en effet un sujet très intéressant et pour le comprendre, nous allons faire appel à la didactique professionnelle. Alors tout d'abord, définissons simplement ce qu'est la didactique professionnelle. D'après Pierre Pastré, philosophe et didacticien, la didactique professionnelle a pour but d'analyser le travail en vue de la formation des compétences professionnelles. Mais avant toute chose, ce qui nous permet d'agir, c'est la mobilisation de nos connaissances dans une situation par rapport à une capitalisation d'acquis d'expérience. Face à une situation nouvelle, nous allons nous adapter, c'est-à-dire que nous allons faire appel à nos ressources cognitives et développer de nouvelles connaissances pour pouvoir agir avec compétence dans cette situation donnée. Ainsi, dans nos instituts de formation, en utilisant l'analyse du travail, la didactique professionnelle a pour objectif de construire des contenus et des méthodes d'apprentissage visant le développement des compétences professionnelles. Je vais essayer de t'expliquer les différents concepts et théories qui participent à l'élaboration des compétences en situation didactique, que j'illustrerai par un exemple qui me servira de fil conducteur. Partons du postulat que l'activité est orientée et guidée par les connaissances de l'apprenant. Différentes conférences de Gérard Vergniaud, mathématicien et spécialiste de psychologie cognitive et de didactique, mettent en avant deux formes de la connaissance. La forme opératoire, qui s'acquiert dans et par l'action, et la forme prédicative correspondant au savoir théorique et académique. Si ces deux formes sont conjointes, il insiste sur le fait que la forme opératoire de la connaissance est toujours plus riche en informations qu'elle délivre et dans sa capacité d'adaptation que la forme prédicative. Pour illustrer ce propos, Gérard Vergniaud prend l'exemple des ingénieurs capables de faire en situation mais incapables de restituer dans un document écrit. Les ingénieurs de l'aérospatiale ont une expertise liée à un raisonnement conditionnel, mais leur guide méthodologique est une forme linéaire d'explication de leur activité, oubliant les conditions qui expliquent leur orientation. Alors maintenant, prenons pour exemple la situation suivante. La pose d'un cathéter veineux périphérique par un étudiant infirmier de deuxième année chez un patient. Pendant le soin, le patient va s'agiter et l'étudiant va faire appel à l'aide-soignant du secteur pour apaiser ce patient qu'il connaît bien. Dans cette situation, la forme opératoire de la connaissance, c'est finalement le geste, c'est-à-dire la dextérité, l'organisation du plan de travail. Là, nous sommes dans « comment je m'y prends pour faire ». Et la forme prédicative répond à la question « qu'est-ce que je sais pour réaliser cet acte dans cette situation ?» Les règles de bonne pratique, l'acte technique de pose de cathéter veineux périphérique, les règles d'hygiène d'asepsie, la prescription médicale, etc. Précisons ici que la tâche prescrite est en lien avec une activité. L'opérateur va donc mobiliser ses connaissances au regard de la tâche dans l'activité. Nous reviendrons ultérieurement sur ces deux concepts. Les ergonomes, eux, mettent en évidence la dimension formative de toute activité de travail, créatrice de connaissances spécifiques qui se développent avec l'expérience. Pierre Pastré précise que les deux formes de la connaissance permettent une souplesse dans l'adaptation aux circonstances autour d'un noyau invariant qui organise l'action en fonction de la structure conceptuelle de la situation de référence. Nous voyons apparaître ici le concept de schème. Pourrais-tu me préciser ce qu'est le concept de schème? Je vais tenter de t'expliquer. Alors, Gérard Vergniaud, dont je t'ai parlé tout à l'heure, part de l'idée qu'une action efficace est une action organisée. Il donne donc la définition suivante. Le schème est une forme invariante d'organisation de l'activité et de la conduite pour une classe de situation donnée. Précisons que ce n'est pas l'activité qui est invariante, mais l'organisation de l'activité. La connaissance relève de l'action et toute action qui se répète en de nouvelles situations engendre alors le même schème. Nous voyons donc comment le concept de schème sert de liaison entre la connaissance et l'action. Le schème représente la partie généralisable d'une action que l'on peut rencontrer dans différentes situations. Cela signifie que le schème s'applique toujours pour une classe de situation donnée.
Il est formé de plusieurs éléments, les buts, les règles, les invariants opératoires et les inférences. Ce concept permet d'articuler ce qui, dans l'action, relève de l'invariance d'une organisation et de l'adaptation en diverses situations. Tu vas comprendre, si les actions n'étaient constituées que d'invariants opératoires, les actions seraient stéréotypées. Et inversement, s'il n'y avait pas d'invariants opératoires, les opérateurs seraient des girouettes. Il n'y a donc pas de schème sans situation et pas de situation sans schème. Si nous reprenons l'exemple de notre étudiant, pour structurer l'activité de la pose de perfusion, il va mobiliser ses représentations théoriques et pratiques pour organiser la pose du cathéter veineux périphérique en amont. La classe de situation ici est la pose du cathéter veineux périphérique où l'organisation de cette activité correspondra à son schème. Le but vise à poser une voie d'abord périphérique dans les règles de bonne pratique. Les invariants opératoires reposent sur la technique qui incombe à l'acte. Et les inférences représentent la recherche et l'identification de variables et d'informations pour s'adapter. La variable est ici l'agitation du patient, nécessitant une régulation et un réajustement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque opérateur développe des schèmes différents en fonction des situations auxquelles il doit faire face. Les schèmes, compris au sein du positionnement constructiviste, ne sont pas innés mais élaborés par le sujet au fil de ses différentes expériences. On remarquera cependant que des schèmes peuvent être proches voire similaires, étant donné que beaucoup d'opérateurs sont confrontés à des situations semblables. Ils y répondent et pour des raisons d'influence et de médiation culturelle, ils construisent le même type de schème, ne serait-ce que par exemple la réponse éventuelle à un protocole ou à un référentiel dans nos emplois. Gérard Vergniaud déclare ainsi que les schèmes sont notre patrimoine, notre répertoire, ce dans quoi nous puisons pour faire face aux situations. Mais alors, qu'en est-il devant une situation nouvelle ? Face à une situation nouvelle, l'opérateur va s'appuyer sur le développement de ses connaissances antérieures pour avancer. Il va faire des transpositions, des analogies, des filiations avec ses invariants opératoires. Ou bien de nouveaux invariants opératoires se créent et viennent s'articuler avec ceux existants. Les invariants opératoires permettent de s'adapter aux situations nouvelles. Donc l'introduction d'un variant dans une activité engage une mobilisation de son répertoire et l'élaboration d'un nouveau schème qui répond à une nouvelle classe de situation. On se rend compte que le répertoire de schèmes est le fruit d'expérience et de l'adaptation aux situations auxquelles on fait face. Ce concept met en évidence la dimension de conceptualisation présente au cœur de l'organisation de l'activité. Cette conceptualisation, pouvons-nous l'utiliser en formation ? Oui, absolument. Et Gérard Vergniaud prend pour exemple une classe d'élèves au Brésil qui était en échec scolaire. Les enseignants, en réorganisant leur enseignement, ont réussi leur alphabétisation en un semestre. Pour expliquer cette adaptation, Gérard Vergniaud avance la théorie des champs conceptuels. Peux-tu me préciser cette théorie ? On ne peut pas traiter quelque chose par unité. Dans une situation, il existe toujours plusieurs concepts impliqués. Un concept ne se forme pas tout seul, mais en relation avec d'autres concepts, pour exemple l'addition et la soustraction. Un champ conceptuel est un ensemble structuré de classes de situations et un ensemble de concepts. Le développement cognitif est fait de filiation et de rupture pour l'adaptation des invariants opératoires. Ainsi, il est possible d'entrer dans un même processus de conceptualisation avec différentes approches. Et Gérard Vergniaud insiste en nous disant qu'il faut diversifier les entrées pour voir les choses de manière différente. Pour exemple, les élèves qui résolvent un problème différemment doivent passer au tableau pour montrer aux autres un autre mode de raisonnement. Nous voyons ici apparaître le concept de conflit socio-cognitif décrit par Lev Vygotsky, psychologue. Si je reprends notre exemple, l'étudiant va devoir s'adapter à la survenue de l'agitation du patient. C'est une situation nouvelle. Il y a rupture par rapport à ses représentations sur la pose de perfusion. Il va ainsi développer de nouveaux schèmes pour s'adapter, s'accommoder à la situation, avec mobilisation de ses expériences antérieures vécues et de ses connaissances. Il y a donc dans ce nouvel environnement une conceptualisation dans l'action, la pose de perfusion chez un patient agité. Si l'étudiant s'adapte à cette nouvelle situation, c'est qu'il en a la connaissance, voire l'expérience. Par contre, s'il ne s'adapte pas en compte de difficultés, il est dans ce que l'on appelle la zone proximale de développement. J'y reviendrai un peu plus tard. Les ergonomes parlent d'environnement capacitant pour développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences en situation.
Un environnement capacitant est donc un environnement qui favorise l'autonomie en lien avec l'apprentissage et contribue au développement cognitif des individus et des collectifs. Il favorise l'accroissement des savoirs pour l'extension du pouvoir agir lors d'une activité et l'accroissement de l'autonomie. Gérard Vergniaud explique que la didactique des mathématiques s'est construite à partir des situations qui allaient permettre à l'enfant de découvrir des choses nouvelles ayant des propriétés épistémologiques. Il faut déstabiliser l'élève pour le solliciter, être à la marge de ce qu'il connaît et qu'il est capable de savoir dans sa zone proximale de développement. Vygotsky précise que c'est dans cette zone que l'enfant pourra développer de nouvelles compétences, zone fondamentale pour que l'individu progresse avec l'appui de l'autre. Dans notre situation, l'étudiant est en situation didactique puisqu'il est déstabilisé par l'agitation du patient. Ainsi, l'environnement capacitant et la zone proximale de développement sont deux éléments dont il faut tenir compte en didactique professionnelle. Poursuivons dans cette conceptualisation dans l'action. Pour comprendre l'adaptation à une situation, il ne faut pas seulement considérer son résultat, il est nécessaire d'effectuer une analyse de l'activité. Il faut regarder comment l'activité s'organise. Mais cette activité ne répond-elle pas à une demande spécifique ? En effet, tu as raison, devant toute activité, il existe une tâche prescrite. Il est donc indispensable d'identifier les concepts de tâche et d'activité. La tâche est ce qui est à faire, ce qui est prescrit par l'organisation. Elle se définit par un but, c'est-à-dire un état final souhaité et décrit, et des conditions de réalisation par des procédures et des méthodes. La tâche, elle, est une prescription que les ergonomes nous définissent comme une injonction de faire émise par une autorité. La tâche est créée par l'homme. Elle correspond à la définition de l'artefact donnée par Pierre Rabardel, enseignant et chercheur en psychologie et ergonomie. Il nous dit que l'artefact est surtout un objet social, avec des modalités d'emploi élaborées au cours du travail collectif. Il est porteur des opérations de travail qui sont comme cristallisées en lui. L'artefact prescriptif s'inscrit donc dans un usage et porte les valeurs, les intentions et les modes de travail de son concepteur qui en a imaginé son utilisation future. Ici, nous voyons apparaître la posture du formateur avec ses intentions, ses croyances et ses actes. Ainsi, l'artefact prescriptif, tel que les guides méthodologiques des ingénieurs de l'aérospatiale ou le règlement général de la sécurité à la SNCF, mais aussi notre référentiel de formation, est bien le produit de capitalisation des acquis d'expérience par analyse de l'activité. Jacques Leplat, psychologue et ergonome, précise bien que l'intention du document prescripteur vise à orienter l'action. C'est dans cette orientation que Mayen et Savoyant font le parallèle entre l'artefact et le schème, dans la volonté de développer de nouvelles connaissances et des invariants opératoires. En effet, l'opérateur va devoir s'adapter à une prescription. Oui, parfaitement. L'appropriation d'un artefact se fait avec et dans l'activité pour en constituer un instrument. Mayen, Savoyant et Vergniaud nous disent qu'il faut placer la prescription en objet de l'activité constructive. L'activité est ce que fait l'opérateur en réponse à la tâche. Nous avons vu que c'est à partir de l'activité que l'opérateur se construit. Nous sommes donc devant un processus d'appropriation, de conceptualisation appartenant et relevant de l'activité du sujet lui-même. Ce processus d'appropriation en formation professionnelle fait appel à la théorie instrumentale qui se présente en 3 temps. En premier, dénaturaliser la prescription et lui donner une existence concrète. Puis, prendre la prescription dans la pluralité de ses formes et dans la diversité de ses effets. Et enfin, en 3e temps, réintégrer la prescription dans la formation comme objet à travailler pour analyser les situations et proposer une construction instrumentale. Ce processus d'appropriation, en quelque sorte, va permettre à l'opérateur de faire sa traduction de la tâche prescrite en une tâche redéfinie. Reprenons l'exemple de l'étudiant. Dans la situation, notre étudiant infirmier a pour tâche prescrite de poser une perfusion à un patient au regard d'une procédure avec le respect des règles de bonne pratique. Son activité est de poser la perfusion tout en prenant en compte l'agitation du patient. Ce passage de l'artefact à l'instrument introduit le concept de genèse instrumentale que Rabardel définit en disant qu'il permet de saisir l'évolution de l'artefact liée à l'activité du sujet et l'émergence de schèmes d'utilisation et d'action instrumentées. Il y a instrumentalisation et instrumentation. Au cours de l'activité, l'opérateur va s'attribuer les fonctions de l'artefact pour en élaborer un instrument.
c'est l'instrumentalisation. Conjointement, l'opérateur va faire appel à son répertoire de connaissances pour s'accommoder, s'adapter à l'artefact et développer de nouveaux invariants opératoires. C'est l'instrumentation, avec l'apparition de nouveaux schèmes. Dans l'autre situation, l'étudiant va s'approprier la prescription. La prescription devient l'instrument, support de l'activité. Alors après cette instrumentalisation et cette instrumentation, peut-on alors parler de compétences? En effet, nous y parvenons. Pastré va dire qu'il y a compétence quand il y a symbiose entre la dimension conceptuelle, l'inobservable, qui s'exprime par un bon diagnostic de la situation, et la dimension incorporée, l'observable, qui s'exprime par une gestuelle efficace. C'est bien la raison pour laquelle, en situation didactique, il ne faut surtout pas dissocier élaboration et incorporation de l'action. La compétence est directement ramenée à une activité réussie, mais il ne faut cependant pas oublier que l'on apprend beaucoup aussi de nos erreurs. Gérard Vergniaud identifie 4 critères possibles de la compétence en disant « Je sais des choses aujourd'hui que je ne savais pas hier ». La compétence ici est directement liée à la performance. Les 3 critères suivants répondent à une analyse d'activité. Je suis compétent si je m'y prends d'une meilleure manière. Donc il y a analyse de l'activité, de la façon dont l'opérateur s'y prend. Ensuite, je suis plus compétent si je dispose d'un ensemble de ressources pour m'ajuster à chaque cas de figure. La compétence consistera à faire le bon choix dans son patrimoine de schèmes. Et enfin, je suis plus compétent si je suis moins désemparé devant une situation nouvelle. Dans ce cas, il y a confrontation sans solution toute faite à une nouvelle forme de travail. Nous pouvons imaginer que l'étudiant s'est adapté à la situation d'agitation. En effet, il a fait le choix de faire appel à l'aide-soignante. L'étudiant a donc développé des compétences en situation. Il sera moins désemparé si la situation se représente à lui. Il sera d'autant plus compétent qu'il aura développé de nouveaux schèmes. Nous voyons donc que la compétence ne peut s'affranchir de l'activité et de son analyse introduisant la conceptualisation. Nous pouvons l'observer avec le développement des services à la personne. Pour mener à bien leur activité, les personnes élaborent des stratégies variées face à une analyse de situation. D'ailleurs, Sandrine Caroli, ergonome, nous explique que suivant le métier, les activités sont diverses selon les buts. L'analyse des tâches est différente selon les objectifs, les interactions, l'organisation et les conditions de travail. Il y a nécessité de dépasser la théorie behavioriste, c'est-à-dire la tâche prescrite, et prendre en compte les conditions de réalisation du travail. Nécessité de prendre en compte des modèles internes de l'activité pour comprendre le fonctionnement physiologique, affectif et cognitif du sujet. Cela demande une analyse pragmatique et systémique de l'activité, et cela fait référence au modèle quadripolaire des relations de service. Si on regarde une tâche prescrite, l'opérateur élabore des invariants opératoires, il faut introduire et tenir compte aussi du milieu dans lequel cet opérateur évolue. En ce sens que si l'activité peut être individuelle, elle va s'adapter aussi au travail collectif et à la situation à un instant T. Il y a interaction avec le milieu qui peut faciliter ou inversement venir contrarier son déroulement théorique. Cela signifie qu'à tout moment, l'opérateur analyse la situation et adapte son action pendant une activité dans un environnement donné. Il fera alors preuve de compétence en situation. Je te remercie Anne et je comprends maintenant que c'est en observant comment les opérateurs mènent une activité que l'on peut élaborer des situations didactiques pour permettre à un apprenant d'acquérir de nouvelles connaissances et de développer des compétences en situation en s'adaptant. Les connaissances sont donc ressources aux compétences. Nous pourrions alors maintenant nous interroger sur la notion d'expérience.